Alors, on se déplace de nouveau vers le français et on se déplace aussi plutôt vers le fournisseur dans le cas où il y a potentiellement une relation de travail. Je pense que c'est pas inintéressant de modifier un peu la perspective. On s'est intéressé plutôt au point de vue du consommateur, mais ici, c'est le fournisseur qui est peut-être un travailleur, et donc le droit du travail a peut-être des choses à dire. Vous avez la parole tous les deux. Oui. Merci Alain de nous donner la parole et à titre personnel de faire confiance à la jeune chercheuse que je suis, enfin la chercheuse débutante, en dépit de tout rating vous indiquant la qualité de mon travail. C'est courageux. Alors, en ce qui concerne le menu de l'intervention, après voilà, une brève introduction proposant une définition des plateformes numériques qui nous intéressent et l'esquisse d'une typologie. Nous aborderons 3 points de connexion entre les systèmes d'évaluation et le travail par l'intermédiaire des plateformes numériques que nous avons identifiées. Alors, voilà, des plateformes numériques mettent aujourd'hui en relation des personnes pour consommer un bien, pour produire un bien, pour louer un bien, pour financer un projet, tout en utilisant donc les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Notre attention, parmi ces plateformes numériques, notre attention porte sur celles qui permettent la rencontre de l'offre et de la demande autour de l'accomplissement d'une prestation de travail. Alors, en anglais, ces plateformes numériques sont appelées les Digital Labour Markets. On s'excuse d'ailleurs pour l'utilisation imparfaite de la langue française tout au long de cet exposé. Vous y trouverez beaucoup de mots anglais qui ont été introduits soit par nécessité, puisque nous exposerons des décisions de jurisprudence anglaises ou américaines, soit peut-être par facilité aussi. Alors, ces plateformes numériques qui proposent l'accomplissement d'une prestation de travail sont définies dans le rapport du Joint Research Center de la Commission européenne comme des plateformes numériques dédiées au travail non standard ou contingent, c'est-à-dire au travail dit atypique ou occasionnel, au sein desquels des services de nature variée sont proposés, mais qui relèvent de façon prépondérante de la prestation d'un travail. C'est ce qui différencie donc ces plateformes numériques des plateformes numériques qui proposent la vente d'un bien comme eBay ou la location d'un bien comme Airbnb. Alors, au sein de ces plateformes numériques, le travail est effectué contre rétribution. La rencontre de l'offre et de la demande a lieu en ligne, alors que l'exécution du travail, la livraison du travail peut être soit virtuelle, soit physique. Et au sein de ces plateformes, il y a une communauté d'utilisateurs et de travailleurs qui est présente et qui donc opère au sein d'un système de prix donné. En ce qui concerne... J'ai d'abord parlé de l'impact, oui. Peut-être pour prendre un petit peu la mesure du phénomène en ce qui concerne les plateformes numériques vraiment dédiées à la prestation d'un travail, l'importance du nombre de travailleurs impliqués est un peu difficile à évaluer en raison des données très limitées qui sont à notre disposition. Dans son rapport, le Joint Research Center juge en tout cas le phénomène statistiquement non marginal. Dans les pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis, les personnes qui travaillent régulièrement, mais donc ça veut dire bien chaque semaine, ce qui est déjà un rythme assez soutenu, est évalué à 1% à 2% de la main-d'œuvre. Sur 39 plateformes numériques qui ont été analysées
pour ce rapport spécifiquement, on compte de façon globale 52 600 000 travailleurs enregistrés au sein de ces plateformes, mais donc c'est une potentielle sous-estimation puisqu'il y a plus de plateformes numériques évidemment qui existent que les 39 analysées, mais en même temps ça ne veut pas nécessairement dire que ces travailleurs sont actifs. Alors, pour revenir sur une proposition de typologie qui pourrait nous intéresser, il est proposé en général deux distinctions parmi ces plateformes numériques. La première est traditionnellement faite, c'est la distinction entre les online labor markets et les mobile labor markets, qui correspond finalement au crowd work et ce qu'on appelle le work on demand. Les premières permettent alors l'exécution donc de prestations, de tâches qui peuvent être transmises, qui sont soit réalisées, soit transmises par le travailleur en ligne à l'utilisateur. Donc typiquement, c'est Amazon Mechanical Turk, c'est Upwork, Freelancers et ce genre de plateformes. Les secondes, ce sont des plateformes où la rencontre de l'utilisateur et du travailleur a lieu virtuellement, mais l'exécution, la livraison du service de la prestation de travail requiert une interaction directe et physique. Donc les premières sont potentiellement globales, alors que les secondes sont par définition locales, ce qui a un enjeu important, en tout cas en droit du travail et en droit social, en termes de régulation. Les online labor markets peuvent également être associés à des tâches, disons, plus intellectuelles, plus cognitives, alors que les mobile labor markets porteraient sur des tâches plus manuelles ou interpersonnelles, interactives. Une seconde distinction porte sur le niveau de qualification qui serait requis pour réaliser la tâche. Et on distinguerait alors des plateformes qui demandent un niveau de qualification bas à moyen et de l'autre côté moyen à élevé. Certains auteurs utilisent cette catégorisation pour distinguer les faux indépendants des vrais indépendants, en appliquant évidemment les critères juridiques utiles. Ça c'est pour les typologie. Je pense qu'on peut passer le premier point de connexion entre les systèmes d'évaluation et les problématiques de droit social plus spécifiques que nous avons pu identifier. Le premier concerne la question du contrôle exercé ou non sur le travailleur par la plateforme numérique lorsqu'elle utilise ces évaluations pour désactiver temporairement, définitivement le compte d'un travailleur ou peut-être pour le rappeler à l'ordre, pour lui demander de s'activer un peu et de travailler plus. L'enjeu est évidemment de déterminer s'il y a un lien de subordination juridique qui est présent entre le travailleur et la plateforme numérique, puisque le contrôle, la surveillance du travailleur est un élément essentiel de ce lien de subordination juridique. Et c'est toute la question du statut social du travailleur, des plateformes, de la protection en droit du travail de ces travailleurs. Est-ce qu'ils doivent être considérés comme des travailleurs indépendants ou des travailleurs salariés ? En Belgique, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à cette question ? Timidement, modestement, passivement. On attend sans doute une réglementation peut-être d'en haut, voire des astreintes pour ce qu'elles valent. Mais en tout cas, il y a un rapport du Conseil supérieur de l'emploi qui a été rendu dédié aux questions de la numérisation de l'emploi qui est paru en juin, et qui traite en partie de ces questions des plateformes numériques. Il renvoie pour l'essentiel, de toute façon, au rapport qui a été rendu par le Conseil national du numérique français au ministère de l'Emploi, et qui, en fait, se contente de constater que la distinction entre travailleurs indépendants et travailleurs salariés est très difficile
à percevoir en ce qui concerne la question de l'économie de plateforme et qu'il y a lieu peut-être de réfléchir à la création d'un statut intermédiaire ou en tout cas de réfléchir, de se pencher sur cette notion de subordination juridique, voire l'étendre aussi par rapport à la question de la dépendance économique. Mais donc, en ne prenant pas nécessairement position à ce stade, en Belgique, il y a eu quand même une loi programme qui doit être mentionnée, c'est la loi programme du 1er juillet 2016, qui dispense les travailleurs des plateformes numériques qui sont enregistrés de s'assujettir au régime des travailleurs, régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, donc de s'enregistrer à une caisse sociale, lorsque leur revenu ne dépasse pas 5 000 € bruts. Donc, à demi-mot, pour l'instant, on se contente de l'approche actuelle des plateformes, qui est de considérer ces travailleurs comme des travailleurs indépendants. Il y a également, il faut le mentionner, des discussions qui ont lieu pour l'instant au sein du cabinet du ministre de l'Emploi, Chris Peeters, sur la question de la création d'un statut de travailleur autonome, et donc qui en droit social évoque toutes les questions de parasubordination des workers au Royaume-Uni. Donc ces statuts un peu intermédiaires qui existent dans d'autres États membres. Et en tout cas, au niveau de la justice, pour l'instant, on n'a pas de décision, peut-être probablement même pas de contentieux, je pense, pour l'instant à ce stade. Mais par contre, on est très intéressé de savoir ce qui va se passer dans d'autres États membres. Et d'ailleurs, il y a déjà des États membres des États aussi pas membres, plutôt, mais bon, qui ont des choses à nous apprendre à ce niveau-là, dont Marco va vous parler maintenant. Ok, donc merci Céline. D'ailleurs, dans la vidéo que nous avons vue en tout début de conférence, on nous a dit qu'elle voulait éviter l'exemple de Uber étant disputé, étant politiquement peut-être sensible. Et c'est par contre exactement à l'exemple d'Uber que nous allons regarder pour retrouver de la jurisprudence qui porte sur la question des évaluations des clients et la relation entre l'évaluation des clients et le rapport de subordination entre la plateforme et les travailleurs, dans ce cas, les chauffeurs Uber. Donc, vous le voyez ici, c'est une décision récente. Peut-être vous avez entendu parler de cette décision. Elle a été reprise dans les médias parce qu'elle a frappé au cœur du modèle de business de Uber en requalifiant les chauffeurs de Uber, qui étaient qualifiés en tant que travailleurs indépendants, et ont été qualifiés par le Employment Tribunal de Londres en worker. Worker étant une catégorie intermédiaire en droit anglais entre le travailleur indépendant et le salarié, l'employé, mais qui entraîne l'application des règles importantes telles que la garantie du salaire minimum après dépenses, donc après les coûts de l'essence, après les coûts relatifs à la voiture, ce qui déjà change tout pour Uber, et l'application des règles sur la durée du travail. Donc cette décision, pour qualifier ces travailleurs de worker, a, comme vous le voyez, porté aussi sur le contrôle exercé par Uber à travers le mécanisme des évaluations des clients. Il y avait 13 points sur cette liste, le 8e étant le contrôle exercé à travers l'évaluation du client. Donc ce contrôle, qui est toujours présent dans l'exécution de la prestation par les chauffeurs, est considéré comme un élément qui montre le contrôle effectif entre la plateforme et le chauffeur. D'ailleurs, la même approche a été retenue par la Labour Commission. Donc ici, ce n'est pas un juge, c'est une commission administrative, mais en Californie, qui a requalifié un chauffeur Uber en travailleurs, étant donné qu'ils sont qualifiés aussi aux États-Unis comme independent contractor, comme travailleurs indépendants. Toujours aux États-Unis, ça aussi peut-être vous l'avez entendu des médias, il y a une class action
très importante qui vise les chauffeurs Uber de Californie et Massachusetts, qui porte à nouveau sur le statut des chauffeurs Uber. Sont-ils des independent contractors ou pas? Or, ici, on est au premier stade, donc au stade où le juge a décidé qu'effectivement, la question devait arriver devant un tribunal, devant une jury, parce qu'il y avait des questions de faits qui n'étaient pas claires, qui portaient sur cette qualification. Et à nouveau, nous retrouvons l'importance du système de contrôle mis en place par l'évaluation des clients pour qualifier cette relation. Ici, ce n'est pas la réponse finale, faites attention. Ici, c'est juste le juge qui dit l'existence de ce contrôle pose quand même problème. Donc, c'est quelque chose qu'un tribunal doit évaluer. Or, c'est très intéressant parce que dans cette décision, il y avait un précédent aux États-Unis des livreurs FedEx. Les livreurs FedEx qui étaient qualifiés à l'origine par FedEx comme travailleurs indépendants. Or, ce livreur, la décision c'était Alexander versus FedEx, ce livreur, 4 fois par an, recevait la visite d'un inspecteur FedEx qui faisait les trajets avec eux et qui contrôlait la prestation de ces travailleurs indépendants. Or, il s'était annoncé, donc les livreurs savaient qu'ils allaient recevoir la visite de l'inspecteur FedEx. Ce contrôle avait été suffisant pour déclarer que ces travailleurs, ces livreurs, étaient des travailleurs salariés de FedEx, parce qu'il y avait un contrôle sur la prestation. Or, le juge se demande, est-ce que le contrôle de Uber est plus que ceux exercés par FedEx ou pas? Et sa réponse, à nouveau, ce n'est pas la décision, mais sa réponse pour l'instant, c'est que, et je cite, Uber drivers, by contrast, are monitored by Uber customers for Uber's benefit, as Uber uses the customer rankings to make decisions regarding which drivers to fire during each and every ride they give. This level of monitoring, where drivers are potentially observable at all times, arguably gives Uber a tremendous amount of control over the manner and means of its driver performance. Et la citation qui suit par les juges est Michel Foucault, si vous êtes curieux. Donc, on voit très bien que ce système de contrôle exercé de façon indirecte par l'évaluation des clients est quand même percé, on va percer la voile de l'évaluation du client et est considéré comme un système de contrôle par l'employeur qui, bien sûr, décide de se servir de ces évaluations. Pour continuer dans cette petite histoire, mais ici je vais aller un peu plus vite, on était arrivé à une transaction dans cette procédure, mais les juges la refusaient par après, étant donné qu'elle donnait trop peu aux chauffeurs, ce qui semble être positif, ça ne l'est pas, parce que maintenant la question est remise en question par l'application d'une clause d'arbitrage qui a été introduite par Uber dans les conditions contractuelles. Donc très probablement, c'est la fin de toute décision de jurisprudence aux États-Unis pour les chauffeurs Uber, pour ce qui concerne la relation de travail. Ceci dit, dans le settlement, les commentaires sur le settlement, vous le voyez, à nouveau, la question des ratings était très présente et on acceptait essentiellement de ne pas désactiver les personnes de façon automatique à travers l'usage pur et dur de la moyenne des évaluations, mais bien de les informer. Donc voilà pour ce qui concerne le contrôle. Prochain point, c'est celui qui vise la discrimination. Ça a déjà été mentionné, la question du risque de la discrimination à travers les évaluations des clients. Le constat, c'est bien sûr, il existe des préjugés dans la société. Nous avons des préjugés même lorsque nous n'en sommes pas conscients. Nous n'en sommes pas conscients. Et l'exemple qui me semble très pertinent pour voir une source scientifique, ce sont les études économiques faites sur le tipping aux chauffeurs de taxi et qui ont montré un préjugé, un bias contre, bien entendu, les personnes de couleur et qui reçoivent en moyenne 20% moins de tipping que les autres. Est-ce que ça
est transférable aux plateformes. Nous n'avons pas de données par rapport à Uber, bien sûr, ce n'est que Uber qui a les données, et je vais y revenir sur ce problème, mais quand même, il y a une recherche que vous avez peut-être entendue aussi sur Airbnb, sur la difficulté pour les personnes ayant une photo qui montre leur ethnicité différente du mâle blanc, etc., qui ont plus de difficultés à trouver une location sur Airbnb, et il y a donc ce risque aussi pour les ratings, pour les évaluations des clients par rapport aux chauffeurs Uber. Et pourquoi pas ne penser aussi à une discrimination de genre, étant donné les préjugés sur les capacités de conduire des femmes. Donc, où se trouve le problème pour les juristes en droit social? Nous sommes, comme analogie, potentiellement confrontés à une discrimination sur demande du client. Okay? Il y a un employeur qui va fournir un service et son client lui demande de discriminer. Mais cette situation s'est vérifiée déjà dans le cas Ferenc, c'était un cas belge où un employeur avait dit « Je ne veux pas embaucher des Marocains », ça c'est une citation textuelle, parce que les clients n'en veulent pas, donc je ne peux pas les utiliser. Ici, la discrimination était si évidente que la question du client n'a même pas été abordée, mais nous avons un cas pendant, une affaire pendante, maintenant qui parle explicitement de la discrimination sur demande du client. Et l'avocat général, c'est ce que nous avons jusqu'ici, nous attendons la décision, a dit évidemment, nous ne pouvons pas accepter une discrimination simplement parce qu'elle est demandée par le client. Et donc, je me demande si l'usage fait par Uber des évaluations des clients pour décider des sanctions vis-à-vis ces chauffeurs n'est pas le même type de discrimination une fois qu'on peut démontrer que des préjugés existent dans les évaluations qui sont données par les clients. Deux obstacles, bien sûr. Le premier, je le disais, c'est que les données pour prouver tout ça sont dans les mains de Uber, qui ne va pas trop facilement vous donner ça, parce que c'est Uber qui sait, qui pourrait lier le profil du chauffeur à la moyenne des évaluations et très facilement contrôler s'il y a un bias, un préjugé dans les évaluations des clients. Nous n'avons pas accès à ces données. Deuxième problème, c'est parfois le champ d'application. Ça ne pose pas problème en Belgique, ça ne pose pas problème au Royaume-Uni, où la législation sur la non-discrimination s'applique aussi aux travailleurs indépendants, mais dans d'autres pays, et la formulation aussi des directives européennes n'est pas claire, on parle d'emploi. Donc certains États membres appliquent la question de la discrimination exclusivement à la relation de travail subordonnée. Donc voilà, et je repasse la parole à Céline. Merci Marco. Donc le dernier point de connexion entre les systèmes d'évaluation et des problématiques de droit social que nous avons identifiées est moins juridique, plus économique. Il porte sur la problématique des effets redistributifs de ces nouveaux marchés. C'est-à-dire les effets sur l'emploi et sur les revenus du travail, ils ne sont pas encore très clairement établis. Ils suscitent beaucoup d'interrogations. Ils ne sont pas clairement établis parce que, évidemment, nous avons peu de données, mais également vu l'actualité, finalement, du phénomène, en tout cas en Europe. Dans son rapport, le Joint Research Center soulève cette préoccupation. Et il soulève la question de savoir si un superstar effect va pouvoir être identifié. Attends, parce que je voulais justement utiliser... Pour une fois, mais je ne le trouve plus, par contre. Vas-y. Parfait. Bon, je voulais aller au suivant. Voilà. Donc, si un superstar effect pouvait ou non être constaté, c'est-à-dire si on va voir la concentration du travail, des jobs dans les mains d'un petit nombre de travailleurs et bénéficiant alors par ailleurs d'un montant de rémunération plus élevé. C'est finalement l'exemple de Ratsarta qui est fictif, qui nous le montre. Plus elle travaille, plus elle a de ratings, enfin ses ratings sont bons, et plus on lui donne du travail, et à l'inverse, plus elle peut demander en plus par heure. Donc c'est ça ce qu'on vise par le superstar effect. Dans les études analysées par le Joint Research Center, qui portent
principalement sur les online labor markets, des exemples de concentration des tâches ont été trouvés. Il y a un exemple d'une plateforme portant sur les mobile labor markets qui a été également étudié et qui révèle que il y a moins de 10% des travailleurs enregistrés qui effectuent 80% du travail qui est disponible, qui est offert sur la plateforme. Alors cet effet n'est pas encore... Je suis nulle pour ça. Cet effet n'est pas encore démontré en suffisance et par ailleurs, le système des évaluations, finalement, n'est pas du tout le seul facteur qui intervient pour établir un super effect ou pas, un superstar effect ou pas. Mais il est clair qu'il intervient de manière assez essentielle. Il a un rôle à jouer de manière assez essentielle puisque finalement, dans le choix par l'utilisateur du travailleur, s'il a le choix de le faire ou pas, du travailleur à qui il va confier sa tâche, évidemment, les évaluations que ce travailleur a pu obtenir sont prises en compte de manière vraiment essentielle par cet utilisateur et donc ça contribuerait au Superstar Effect. Voilà. Je ne sais pas si Marco veut Non, conclure. ça c'était notre dernier point, donc merci pour l'attention.